Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire Microsoft Teams et sécurité des données. Gardez le contrôle de vos données tout en tirant profit du cloud. Je me présente, je suis Amaury Leroux, je suis chargé de marketing chez Roland Short Cyber Security et je vais animer ce webinaire avec Ali Mokhtari. Bonjour Ali, comment vas-tu? Bonjour Amaury, ça va très bien, merci. Donc, je suis Ali Mokhtari, responsable avant-vente chez Roland Short Cyber Security et je vais co-animer ce webinaire avec Amaury. Nous sommes heureux d'accueillir autant de monde aujourd'hui pour ce webinaire, ce qui nous conforte dans l'idée que la sécurité des données dans le cloud est un enjeu essentiel aujourd'hui. Alors avant de commencer, je vais partager avec vous quelques détails techniques. Donc ce webinaire est enregistré, vous allez recevoir dans quelques heures, peut-être demain, le lien de recording pour regarder le webinaire autant de fois que vous le voulez. Et le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'était que vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat, qui sont bien sûr les bienvenues et auxquelles nous répondrons en toute fin de webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente session. Donc voici les points que nous allons couvrir aujourd'hui. On va aborder avec vous l'importance de la sécurisation des données dans la transformation digitale. On va parler ensuite du traitement de vos données par Microsoft, c'est-à-dire comment Microsoft sécurise vos données. Ensuite, vous verrez de quelle manière vous pouvez renforcer la sécurité de vos données. Nous parlerons des concepts de sécurité et on va distinguer sécurité périmétrique et sécurité centrée sur les données. Puis nous nous focaliserons sur la façon dont cela fonctionne avec Trusted Gate. Et enfin, vous verrez un scénario concret de protection des données via Trusted Gate dans l'environnement de Microsoft Teams. Commençons donc par évoquer les enjeux de la protection des données dans la transformation digitale. Vous avez sur votre écran une image qui s'affiche. Cette image amusante qui circule en ce moment sur les réseaux sociaux pose la question: qui a mené la transformation numérique de votre entreprise? Donc, réponse A, le CIO, réponse B, le CTO, et réponse C, c'est là où c'est un peu amusant, c'est le Covid-19. En plus d'être amusant, au-delà de l'humour, en fait, on voit bien que le coronavirus a forcé des millions d'entreprises du monde entier à découvrir très rapidement si elles étaient capables de travailler ou non avec des salariés en télétravail. Les entreprises et les agences gouvernementales ont dû accepter de se transformer numériquement afin de pouvoir continuer à travailler, c'est-à-dire collaborer à distance. À ce propos, on observe des changements inhabituels dans les 4 domaines suivants, donc le bureau à domicile, le télétravail. Les gens sont repartis travailler chez eux à distance. Les services de restauration qui ont dû se réinventer, notamment avec leurs services de livraison. En troisième lieu, on a les événements virtuels. Effectivement, comme à cause du coronavirus, on ne pouvait plus avoir d'événements physiques. Les entreprises se sont tournées vers le digital. Et enfin, on a la collaboration via le cloud. Et c'est sur ce dernier point que nous allons nous concentrer aujourd'hui. Le coronavirus a eu de nombreuses répercussions dans le domaine du cloud, avec notamment une augmentation importante du télétravail et des outils collaboratifs, comme la messagerie collaborative, le partage et la synchronisation de fichiers en ligne, la visioconférence, etc. On va donc parler du cloud comme un vecteur obligatoire de la transformation numérique. Il permet de continuer à collaborer à distance en partageant les données, les fichiers, les documents aussi, tout en mettant de côté la notion de distance physique, même courte dans vos locaux par exemple. Le cloud va permettre également l'utilisation de mobiles et bien sûr la participation à toute conférence virtuelle comme ce webinaire par exemple. Alors là, on a un graphique très intéressant et marquant. Il s'agit de l'explosion du nombre d'utilisateurs de Microsoft Teams en un an. Plus marquant encore, c'est la marche qui sépare à votre droite mars et avril, avec une augmentation de presque 45 millions d'utilisateurs. C'est dire le nombre de personnes et d'entreprises qui, en très peu de temps, ont dû transformer leur façon de travailler et qui utilisent forcément plus de bandes passantes cloud. On
On va à présent vous solliciter pour faire un mini sondage qui va s'afficher sur votre écran. Nous allons vous laisser quelques instants afin de répondre à la question suivante. Alors, un petit problème technique qu'on essaie de résoudre, non, c'est bon. Alors, selon vous, quels sont les réels inconvénients du cloud computing? Donc, les données étant stockées hors site, il existe une perte de contrôle souverain des données de l'entreprise. Réponse B, la gestion des droits d'accès et de la visibilité des données dans le cloud est limitée. Et réponse C, l'entreprise dépend de son prestataire, tant au niveau technique que de la qualité de service. Donc, on vous laisse encore quelques petites secondes pour répondre à la question. Je vous remercie. On va clore la question et afficher les résultats. Ali, est-ce que tu pourrais commenter les réponses qui s'affichent, s'il te plaît? Donc, on a une grande majorité de réponses sur la première option, qui est la perte de souveraineté des données, ou la perte plutôt de contrôle des données. Et puis, la deuxième position pour la troisième réponse, qui est la dépendance technique du client vers le fournisseur. Effectivement, il n'y avait pas de mauvaise réponse, mais c'est effectivement des statistiques auxquelles on s'attendait un petit peu. Donc, effectivement, on va pouvoir regarder cela de plus près. Donc, effectivement, le premier point était la perte de contrôle de données, la visibilité ensuite des données et des droits d'accès. Donc, on a besoin de quand même garder de la visibilité sur ce qui se passe, malgré la délégation des traitements des données dans un cloud public, par exemple. Et bien évidemment, le troisième point qui est tout aussi important et qui est la disponibilité des services. On va se concentrer sur le premier point qui a eu le plus de réponses et donc qui pourrait être le plus gros risque, on va dire, quand on travaille sur du cloud computing par rapport aux fuites de données. Donc, c'est effectivement quelque chose qui pourrait impacter négativement l'image de marque et faire fuir des clients potentiels ou existants. La perte de la propriété intellectuelle peut également nuire à la stabilité d'une société. Et bien évidemment, les dommages financiers, on l'a vu en janvier 2019, il me semble, avec Google, qui s'est fait rattraper par le gendarme français des données personnelles, qui est la CNIL, avec une amende de plus de 50 millions d'euros pour simple manquement au RGPD. Donc, comme l'a très bien décrit Amaury en introduction de cette présentation, on a tous vu plusieurs sociétés dont on est client ou fournisseur se transformer en un temps record. Et j'ai bien envie de dire que c'est grâce à la crise sanitaire. Celle-ci ayant touché une grande partie de notre planète, la transformation digitale a été quasiment mondiale. On a tous un ou plusieurs exemples en tête de sociétés qui se sont adaptées à la vitesse de la lumière pour maintenir leur activité. Et très souvent, cette adaptation et cette mise à disposition de richesses fonctionnelles a été favorisée aux dépens de la sécurité numérique. Plus particulièrement, la protection des données et puis des réglementations en vigueur comme le règlement général sur la protection des données et en particulier les données à caractère personnel. Même si la transformation digitale n'a rien de nouveau puisqu'on l'a vu s'accentuer au fil des années et on l'a vu aussi s'accélérer pendant cette crise sanitaire. Alors certaines sociétés essayent tant bien que mal de se conformer à ces législations locales ou régionales, comme l'a fait Microsoft par exemple il y a plus d'un an, en mettant en place plusieurs data centers en France. Mais la géolocalisation des données seule n'est pas suffisante, en tout cas à contrecarrer des lois extraterritoriales comme le Cloud Act par exemple. Le Cloud Act américain, puisqu'on en parle, vient à l'encontre du RGPD sur différents aspects. Pour ceux qui ne connaissent pas, le Cloud Act a deux caractéristiques majeures. La première, c'est l'extraterritorialité. Ça veut dire que ça s'applique à toute société du numérique qui a un pied aux États-Unis, au-delà des frontières américaines.
que ce soit une société avec un siège social aux États-Unis ou une filiale d'une société mère avec un siège toujours aux États-Unis, ou même une société européenne avec une filiale aux États-Unis. La deuxième caractéristique majeure du Cloud Act est l'accès renforcé aux données. En effet, le Cloud Act a un objectif principal qui est de permettre aux autorités américaines de demander l'accès à toute donnée numérique placée sous le contrôle d'un fournisseur qui est susceptible de les intéresser dans le cadre d'une enquête judiciaire. D'ailleurs, Exatrust a fait un excellent white paper ou livre blanc sur le sujet. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de Rohde & Schwartz où on pourra même vous l'envoyer dans un emailing plus tard. Donc, c'est simplement pour souligner l'incompatibilité du droit national ou de certaines lois extraterritoriales avec la protection des données des citoyens européens. Et avant de regarder ce qu'offre Microsoft pour la protection des données, je vous propose de prendre quelques minutes pour répondre à une nouvelle question. La nouvelle question devrait pouvoir s'afficher dans quelques secondes. Donc la question, effectivement, c'est: utilisez-vous déjà Microsoft Teams dans le cadre de votre entreprise? Oui, non, ou on y réfléchit, on y pense. On va vous laisser quelques secondes. Cette question est assez facile. Et on va essayer d'afficher les résultats. Donc, on voit qu'il y a une grande majorité, donc les trois quarts presque, des participants qui utilisent déjà Microsoft Teams. Et puis, bien évidemment, 16% qui y réfléchissent. Donc, c'est effectivement une forte utilisation de Teams qu'on voit ici et qui souligne l'importance du sujet qu'on va traiter. Donc, effectivement, Microsoft fournit l'option AIP, donc Azure Information Protection, pour apporter une sécurité aux données traitées par Microsoft. Mais cette option AIP n'est disponible qu'à partir d'une souscription E3, donc E3 ou E5, pour ceux qui connaissent les souscriptions Microsoft, alors que l'option collaborative Teams est quant à elle disponible dès la première gamme de souscription F1. Donc Azure Information Protection ou AIP fournit un chiffrement de base où les clés sont générées et maintenues par Microsoft. Donc Microsoft contrôle complètement le déchiffrement des données à protéger. Le deuxième point est le BYOC ou Bring Your Own Key, où les clés sont générées par l'utilisateur, mais stockées sur les serveurs de Microsoft et bien évidemment maintenues par Microsoft. Même si Microsoft ne choisit pas forcément les clés de chiffrement, celles-ci doivent tout de même rester accessibles à tout moment pour le déchiffrement des données. Et la troisième approche qui est le Hold Your Own Key, où là on a un niveau de sécurité qui est le plus élevé, où les clés sont à la fois générées et stockées côté utilisateur, ce qui augmente, voilà, comme je le disais, la sécurité puisque seul l'utilisateur y a accès. Néanmoins, Microsoft ne pouvant pas y accéder à la demande, ce niveau de sécurité élevé vient avec un compromis de taille, celui des fonctions de collaboration, d'indexation et de recherche, des fois de e-discovery également, dans le cadre d'actions légales notamment, et de détection anti-malware. Donc, l'ensemble de ces fonctionnalités deviennent indisponibles en utilisant cette approche de sécurité élevée. Donc, la solution Trusted Gate dont on parle aujourd'hui permettra de garantir un niveau de sécurité équivalent à cette troisième approche, tout en bénéficiant de fonctions de collaboration, d'indexation et de recherche, comme on le verra un peu plus tard dans cette présentation.
On parle effectivement alors de couches de protection, je dirais même complémentaires dans la majorité des cas et supplémentaires dans d'autres, à destination de 3 secteurs d'activité principaux qu'on retrouve sur le slide suivant. Donc le premier secteur est bien évidemment le secteur public, mais il peut englober aussi les sociétés privées qui fournissent des solutions ou des services au service public. Donc le meilleur exemple reste le programme Tech.gouv. On a vu le gouvernement attribuer 3 différents niveaux cloud avec la nécessité d'avoir une certification Secnum Cloud pour les 2 premiers niveaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, Secnum Cloud est un référentiel de l'ANSSI à destination des offres cloud qui a vu le jour en 2016 mais qui a évolué dernièrement avec notamment des nouvelles exigences en matière de protection des données à caractère personnel suite à l'entrée en vigueur du RGPD. Le deuxième secteur qui est d'autant plus important avec la crise sanitaire qu'on traverse, où on a vu différentes polémiques liées aux données des patients ou aux données médicales des citoyens avec l'application Stop Covid, ou encore récemment le Health Data Hub qui a refait surface puisque les données seront stockées sur des serveurs Microsoft. Et pour ceux qui n'en auraient pas entendu parler, le Health Data Hub est une plateforme mise en place par le gouvernement également qui vise à mettre à disposition des chercheurs des données du système national des données de santé, le SNDS pour l'acronyme, et d'entraîner du coup des modèles d'intelligence artificielle. Et le troisième secteur, bien évidemment, sont les entreprises qui ont un besoin de protéger leur propriété intellectuelle afin de maintenir un avantage compétitif, d'éviter un espionnage industriel tout en se conformant aux réglementations nationales dans les pays ou même les régions où elles opèrent. Afin de bien comprendre l'approche de Trusted Gate, je vous propose de faire le point rapidement sur les solutions de protection existantes et comment on change de paradigme avec une approche centrée sur les données. Donc, on a différents composants à l'intérieur d'un château fort, comme on le voit sur l'image, protégé par une grande muraille représentée par les pare-feux. Donc, c'est une grande muraille périmétrique qui permet de contrôler les allers-retours et bien évidemment une gestion des accès basée sur les contrôles des identités. Pour les données en transit, on retrouve également des solutions de chiffrement comme du VPN pour rendre ces données illisibles et des systèmes d'URTI pour certaines plateformes afin de protéger les données au repos. On a ensuite vu l'émergence des fournisseurs cloud avec les mêmes composants, les infrastructures toujours, les plateformes, les applications, et on a confié la sécurité de ces 3 composants aux fournisseurs directement. Donc le fournisseur cloud est dès lors garant de la disponibilité de ces composants et la sécurité lui est totalement déléguée par les entreprises. Les données en revanche restent très souvent peu, voire pas protégées du tout. Donc c'est une problématique qui existe aujourd'hui et qui reste d'autant plus vraie avec les applications en SaaS, puisqu'elles incluent et manipulent des données avec une certaine sensibilité, notamment pour les données à caractère personnel. Donc les applications les plus utilisées aujourd'hui sont proposées le plus souvent par des fournisseurs internationaux qui vont être assujettis aux lois internationales, dont le Cloud Act, qui, je le rappelle, va à l'encontre de la philosophie même de la protection de la donnée personnelle. Donc le challenge rencontré n'est donc plus au niveau de l'infrastructure forcément, ou de la plateforme, mais plutôt au niveau de l'application qui portera et traitera ces données. Donc l'approche qu'on propose aujourd'hui avec Trusted Gate est un changement de paradigme qui va se concentrer sur la donnée. Donc on va pouvoir protéger la donnée indépendamment de l'endroit par lequel elle transite ou l'endroit où elle est traitée et stockée. Donc qu'on soit on-premise, donc à gauche, ou dans un fournisseur cloud comme Microsoft Azure, la donnée doit rester sous le contrôle de son propriétaire, que ce soit un service public, un organisme de santé ou même une entreprise privée, comme on le disait tout à l'heure. Donc, ce contrôle de la donnée va se baser sur la combinaison de 2 principes qui n'ont
rien de nouveau, j'ai envie de dire. La gestion des accès des identités, plus communément appelée IAM pour l'acronyme anglais, qui consiste simplement à contrôler qui a accès à quelles ressources et quand. Le deuxième principe est le chiffrement, qui est quant à lui encore plus ancien et qui permet de rendre une donnée impossible à lire, sauf bien évidemment si on a une puissance de calcul gigantesque et beaucoup de temps devant soi. L'objectif ensuite est bien évidemment de combiner le meilleur des deux mondes pour offrir le meilleur équilibre entre une sécurité efficace et un maximum de fonctionnalités. Donc regardons de plus près comment ça fonctionne. Donc imaginons un travail ou un utilisateur qui va travailler sur un document Word. On a pris l'exemple d'un document Word. Ce dernier va pouvoir ou va vouloir l'uploader sur une plateforme collaborative comme Microsoft 365. Donc TrustedGate va permettre de vider littéralement le document de son contenu tout en gardant son enveloppe métadonnées, c'est-à-dire toutes les informations qui vont permettre de le reconnaître avant de le stocker ensuite dans un service Microsoft 365, que ce soit Teams ou SharePoint Online par exemple. De l'autre côté, TrustedGate va chiffrer le contenu du document, le découper en plusieurs fragments avant de le stocker à plusieurs endroits. On parle alors de deux niveaux. Un premier niveau fonctionnel permettant de créer un fichier virtuel. Donc, c'est le niveau du haut. Ce fichier virtuel est comparable à une coquille vide, mais qui reste identifiable à travers sa couleur ou sa forme, par exemple, et qui sera ensuite stocké dans Microsoft 365 pour être manipulé. Le deuxième niveau, le niveau du bas, permet lui le chiffrement en se basant sur la classification du document, d'un groupe Active Directory, par exemple, du créateur du document ou un groupe d'utilisateurs AD bien spécifique, comme un comité de direction ou un comité exécutif, par exemple. Ce document est ensuite soumis à une fragmentation, c'est-à-dire qu'il est découpé en plusieurs morceaux, et puis la répartition de ces fragments va être faite à différents endroits à l'aide d'une approche en SDS, donc en Software Defined Storage, ce qui augmente encore plus le niveau de sécurité, puisque si un système de stockage venait à être compromis, l'attaquant ne serait pas en mesure de recomposer le reste des fragments et par conséquent n'aurait pas accès au contenu sensible du document. Donc les sites de stockage peuvent être de différents types. Il peut s'agir d'un cloud public pour une question d'optimisation de coûts. Donc on peut très bien imaginer stocker des fragments dans OneDrive, comme il peut s'agir de systèmes de stockage bien protégés dans un cloud privé. Une duplication des données est bien évidemment également possible. On va regarder un peu de plus près comment fonctionne TrustedGate avec un service en particulier de Microsoft 365 qui est Microsoft Teams. Et vous allez voir ici qu'on a à gauche une utilisation légitime, donc encadrée en vert, et puis à droite, on va avoir une utilisation mal intentionnée d'un utilisateur. Donc à gauche, on a un utilisateur qui appartient à un département finance de sa société, finance et administration. C'est un utilisateur qui est autorisé à la fois dans le canal de Microsoft Teams, mais qui est aussi autorisé et enrôlé dans TrustedGate. Et à droite, on a l'utilisateur mal intentionné, qui est Donald, et qui est là pour récupérer des données, pour collecter des données, sans avoir forcément les autorisations qui vont bien. Donc, il s'est introduit dans l'équipe Teams sans autorisation au préalable, c'est-à-dire que Adam, qui est le premier utilisateur légitime, n'a pas forcément la visibilité sur qui a accès à son canal. Et puis, bien évidemment, on voit ici qu'il utilise le client web de Microsoft Teams. Donc, Donald, qui est l'utilisateur mal intentionné, n'est pas forcément intéressé par le chat ou par les discussions sur Teams, mais plutôt intéressé par les pièces jointes ou les documents qui vont être uploadés dans Teams
pour avoir accès à du contenu sensible. Donc, il se rend immédiatement sur la section des dossiers, comme on peut voir en haut de l'écran. Donc, Adam partage un document confidentiel concernant un nouveau plan de financement. En tout cas, il écrit un message qui décrit ce qu'il a envie d'uploader comme document ou comme projet. Donc, toutes les informations importantes pour l'équipe se trouvent dans un fichier Excel qu'Adam est en train de télécharger. Donc, on voit ici qu'il va tout simplement utiliser les boutons de Teams existants pour aller parcourir son explorateur de fichiers et puis récupérer son plan de financement. Donc, on le voit ici avec l'explorateur de fichiers. On va récupérer le document donc, qui porte le nom budget ou le titre budget et qui représente le nouveau plan de financement. Donc, dès qu'on valide, dès qu'Adam a validé, en tout cas l'upload, on va voir le document s'afficher donc dans la discussion de Teams, dans le canal qui va bien. Donc, le titre du document est bien budget et donc on voit que c'est un format Excel qui est uploadé. Et de l'autre côté, Donald repère donc bien qu'il y a un document qui vient d'être uploadé dans la section des fichiers. Donc, il arrive à voir que c'est un document Excel. Donc, ça fait partie des métadonnées, typiquement. Mais malheureusement, il ne peut pas reconnaître le contenu de ce document. Donc, il ne sait pas exactement de quoi il s'agit, puisque le titre du document est caché. En tout cas, il est chiffré pour ne pas permettre de divulguer des informations à travers le titre. Donc, Donald essaie d'ouvrir le document. Au début, il utilise tout simplement le client lourd d'Excel pour ouvrir le fichier. Et il se rend compte qu'effectivement, il tombe sur un fichier Excel qui est représenté par la coquille vide dont on parlait tout à l'heure. Donc, c'est un fichier vide, même s'il porte les métadonnées du fichier original. Donc, c'est une situation qui agace beaucoup Donald, qui va essayer de différentes manières de récupérer quand même le contenu du document en l'ouvrant tout simplement dans Excel Online, donc, qui est la version en ligne de Excel. Et il échoue à nouveau, bien évidemment, puisqu'il récupère le document avec un contenu qui est vide. Donc, il n'y a pas d'informations sensibles à l'intérieur du document. Il y a bien une phrase avec un texte fictif, comme on dit ici, qui permet voilà, de dire que l'utilisateur n'a pas accès au document ou n'a pas les droits, en tout cas nécessaires, pour accéder à l'information. De l'autre côté, donc à contrario, Adam peut ouvrir le fichier Excel avec la version bureautique d'Excel sans aucun problème, puisque c'est lui qui l'a téléchargé ou uploadé, mais il peut toujours donc l'ouvrir comme on le voit ici sur la capture d'écran. Donc on voit que ce n'est pas forcément un fichier vide, mais il y a bien différentes informations qui peuvent être sensibles dans certains cas. Donc sur un projet bien particulier qui s'appelle OMDC. Adam garde la possibilité de rechercher des documents directement dans Teams. Donc, on peut utiliser la barre de recherche de Teams pour les documents qui ne sont pas chiffrés. Mais on peut également utiliser la fonction Secure Search de TrustedGate, donc qui représente tout simplement une recherche sécurisée passant par TrustedGate pour pouvoir vraiment faire une recherche globale sur l'ensemble des pièces jointes ou des documents qui sont uploadés sur Teams, qu'ils soient chiffrés ou non. Donc, tout simplement à travers un onglet bien particulier dans la fenêtre Teams, comme on le voit en haut de la capture d'écran, Adam peut rechercher des noms de fichiers, des mots-clés et même du texte intégral. Donc, en tapant le nom du projet qui est OMDC, on va pouvoir récupérer les résultats de la recherche. Donc, comme vous le voyez ici, on retrouve bien le document qui nous intéresse, qui est le document budget au format Excel, et qui porte toutes les informations liées au projet OMDC. Donc, s'il le télécharge, il a bien accès aux informations qu'il avait au départ. Et on voit bien qu'il y a un mot-clé OMDC. Donc, c'est-à-dire que sur la recherche sécurisée de Teams, ou de Teams à travers TrustedGate, on a la capacité de rechercher sur le titre, même s'il est chiffré, mais aussi sur le contenu du document. Et ça, c'est vraiment une fonction collaborative
qui permet de maintenir en tout cas les processus de travail existants. Donc Donald, de l'autre côté, tente sa chance avec la recherche dans Teams. Et bien évidemment, comme il n'a pas les droits qui vont bien sur TrustedGate, il va être dans l'impossibilité d'avoir des résultats. Et donc, c'est ce qu'on voit sur cette capture d'écran. Donc, on voit bien que sa recherche n'a pas abouti, puisque TrustedGate va contrôler vraiment l'accès aux documents, même s'il est bien présent sur Teams. Donc, il est chiffré, il est bien protégé. Donc, voilà pour ce cas d'utilisation. On a beaucoup parlé de Teams jusque-là, car c'est le thème de ce webinaire. Mais TrustedGate couvre différents cas d'utilisation en fonction des objectifs fonctionnels de chaque organisation. Et c'est ce qu'on voit ici. C'est ce qu'on va voir ici, pardon. Donc, en partant de la droite, le premier cas d'utilisation global est de sécuriser une infrastructure avec un chiffrement transparent des données dans OneDrive, par exemple, ou encore avec une intégration par API de TrustedGate à une application qui pourrait être développée en interne, qui aurait besoin, par exemple, de manipuler des documents des citoyens ou de clients et des fournisseurs. Le deuxième cas d'utilisation principal, c'est l'échange de données sécurisées pour Outlook notamment, qui permet de transformer les pièces jointes dans les mails en lien d'accès à une data room sécurisée. Et enfin, la collaboration sécurisée avec une intégration transparente pour les services Microsoft 365, qui s'appelait Office 365, où des données non structurées sont constamment échangées comme SharePoint Online et Teams. On a par ailleurs récemment lancé une version simplifiée de la solution qui est dédiée à Teams et qu'on a appelée Teams Express Solution. Donc cette alternative a vu le jour en raison d'une grande demande d'utilisateurs Teams de garantir la protection des données rapidement et efficacement, puisque le confinement a été peu anticipé par une grande majorité d'acteurs dans les secteurs cités un peu plus tôt. Donc ça a été une petite transformation digitale pour nous également. Donc il s'agit effectivement d'une machine virtuelle standardisée, tout simplement dans un abonnement Azure, permettant un déploiement rapide. Donc ça peut se faire en même moins de 24 heures, puisqu'il suffit de souscrire aux services proposés directement dans la marketplace. Tous les fichiers de configuration sont prêts à être utilisés et il suffit d'y souscrire et d'appliquer les bonnes configurations. Nos équipes de service sont également formées pour accompagner nos clients dans une mise en place à distance et assurer une mise en production en toute sérénité et dans des délais très courts. Merci Ali pour cette présentation et cette démonstration technique. Je te propose maintenant de passer aux questions. Alors, une petite précision, on a reçu pas mal de questions très intéressantes, mais dans un souci de respecter le timing de ce webinaire, on va en traiter seulement quelques-unes et on répondra aux autres par email. Alors, on en a une là, TrustedGate est-il basé sur une appliance physique ou est-ce un socle logiciel? C'est effectivement un socle logiciel qui peut être flexible, c'est-à-dire qu'on peut l'installer à la fois sur des serveurs, mais on peut aussi l'installer et y avoir accès dans les marketplaces Azure, par exemple. Donc, c'est tout à fait possible. C'est un socle logiciel, je confirme bien. Et donc, ça permet d'avoir toute la flexibilité du logiciel qu'on connaît et qui permet d'être installé sur des machines virtuelles comme sur des instances cloud. Est-il possible de chiffrer des discussions sur Teams? Alors aujourd'hui, on a focalisé les efforts des développements et de notre valeur ajoutée sur les données non structurées. La discussion ou le chat de Teams n'est pas aujourd'hui dans le périmètre, mais ça pourrait être une réflexion côté produit pour aborder ou couvrir cette partie de Teams. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vraiment un focus sur les données non structurées. Donc, on peut parler de documents, de fichiers
de différentes pièces jointes. Donc, ce n'est pas que les documents du pack office comme Word ou Excel, mais ça peut être des images, des vidéos, des PDF également. Très bien. On a une autre question. Est-ce qu'il est possible de combiner plusieurs cas d'utilisation pour couvrir des services différents comme Teams, OneDrive, SharePoint Online? Effectivement, la solution est capable de gérer un ensemble de cas d'utilisation au même moment. Tout dépendra, enfin, c'est le même socle logiciel à la fin, mais c'est des options, on va dire, qu'on va activer au fur et à mesure en fonction des besoins fonctionnels d'une société pour permettre, voilà, de couvrir différents services de Microsoft 365. Après, on a la capacité aussi de faire scaler, entre guillemets, des microservices particuliers liés au chiffrement, par exemple, sur SharePoint, parce qu'on va avoir un énorme échange de données par rapport à du Teams, par exemple, où on a beaucoup de discussions, de visioconférences. Donc, effectivement, on est capable de gérer différents services en même temps avec le même socle logiciel. Alors, on prend une autre question. Bonjour, quels sont les impacts sur les performances? Donc, au niveau des performances, effectivement, il est important de connaître différents paramètres qui sont la fréquence d'échange de documents ou de données non structurées de manière plus globale, la taille de ces documents-là, et bien évidemment, combien d'utilisateurs vont utiliser un service bien particulier. Donc, effectivement, c'est là où le dimensionnement va être une étape clé dans la mise en place d'un projet comme celui-ci, puisque voilà, on va pouvoir dimensionner correctement en fonction du besoin du client, de la fréquence d'échange de données, et on va pouvoir recommander une taille de machine avec une puissance bien spécifique pour pouvoir assurer des performances élevées. Alors, on a une autre question. Bonjour, est-ce que la solution fera l'objet d'une certification ANSI? Alors, aujourd'hui, on a comme projet de travailler sur une certification BSI, qui est l'équivalent de l'ANSI en Allemagne, puisque le produit est développé par nos équipes allemandes. Mais on a la capacité, effectivement, par la suite, soit de demander une équivalence à la certification du BSI, ou voire entamer un processus auprès de l'ANSI directement. Une autre question sur le licensing. Est-ce que tu peux développer ce point-là, Lee? Oui, bien sûr. Au-delà des options dont on parlait tout à l'heure par rapport au cas d'utilisation, donc est-ce qu'on veut utiliser TrustedGate pour Teams uniquement? Est-ce qu'on veut l'utiliser pour OneDrive, par exemple, ou SharePoint Online? Donc ça fait partie des options à évaluer. Donc ça, c'est les premiers paramètres. Et puis ensuite, comme je disais un peu plus tôt, on a la capacité de définir, enfin, on doit définir dans un premier temps la taille des fichiers qui sont échangés, la fréquence des échanges, et puis le nombre d'utilisateurs qui échangent ces données-là. Donc le licensing, il va se baser effectivement sur un nombre de CPU qui vont faire du chiffrement, et ce nombre de CPU va être basé effectivement sur l'ensemble des paramètres que je viens de citer. Donc, on a une autre question. Si uniquement les métadatas sont envoyés dans 365, on ne profite plus des possibilités de recherche, analyse de contenu, lead, DLP, etc. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Effectivement, enfin, en utilisant ce qu'on disait pendant la présentation, en utilisant par exemple des services de chiffrement où la clé n'est pas dans Microsoft, ou en tout cas Microsoft n'a pas accès à la clé de chiffrement, déchiffrement, on perd certaines fonctionnalités de collaboration. Néanmoins, avec TrustedGate,
le fait de stocker des données, enfin la métadonnée dans Microsoft 365 permet de maintenir quand même certaines fonctionnalités de collaboration comme la recherche sécurisée, puisqu'il y a une indexation au niveau de TrustedGate qui est faite et qui permet de récupérer les données qu'on recherche. Bien évidemment, si on a les droits qui vont avec, si on est bien un utilisateur autorisé dans TrustedGate. Donc effectivement, on peut perdre certaines fonctionnalités si Microsoft n'a pas accès à la clé, mais justement l'objectif de TrustedGate, c'est de permettre d'avoir le même niveau de sécurité en termes de chiffrement et d'avoir quand même un maximum de fonctionnalités de collaboration. Alors, une question concernant le Cloud Act. En quoi cela protège du Cloud Act? En quoi TrustedGate protège du Cloud Act? TrustedGate permet de maintenir le contrôle de la donnée. C'est-à-dire que la donnée ou le fichier qui va être uploadé ou échangé à travers des services Microsoft ou d'autres d'ailleurs, par des sociétés qui sont assujetties au Cloud Act, ces sociétés-là ne pourront pas accéder à la donnée puisqu'elle est chiffrée et puis, puisque Microsoft n'a pas accès aux informations et aux clés de chiffrement. Donc, quelque part, on garde le contrôle et la souveraineté des données en gardant justement ou en sortant le chiffrement de Microsoft et en le mettant au niveau de TrustedGate. Donc, quelque part, on protège la donnée qui est ensuite stockée dans Microsoft, mais Microsoft n'est pas capable de récupérer le contenu des données sensibles, etc. Très bien. Je te remercie, Ali, pour les réponses à ces questions. Il me reste à conclure ce webinaire. Donc, un dernier rappel, vous allez recevoir l'enregistrement de ce webinaire dans les prochaines heures. Pour toutes les questions qui sont malheureusement restées sans réponse, nous reviendrons vers vous par mail. N'hésitez pas à nous contacter pour toute autre demande. Merci à tous de votre participation et à bientôt pour un prochain webinaire.